Salut à tous, en tout cas adhérents de Digital 113 que je connais. On va aujourd'hui parler d'un sujet qui intéresse principalement les acteurs de la filière bâtiment et immobilier. Et pour l'occasion, on a donc deux invités qui sont Fabrice et Vincent qui représentent, ils se présenteront après, hein, je les laisserai se présenter. On a Mathilde qui est notre hôte du jour et la représentante Digital 113 et Simon et moi-même qui sommes les copilotes de la Factory Valorisation des données. Alors, bonjour à tous. Donc, je m'appelle Mathilde, je remplace Anne Fuchs pour cette ouverture. Anne que vous connaissez tous, mais qui n'était pas dispo ce matin et qui s'excuse. Du coup, je vous souhaite la bienvenue sur cette Factory Valorisation des données. Je prends la parole juste un instant pour vous rappeler, comme l'a dit Gaëlle et comme le montrait la slide précédente, que cette Factory s'inscrit aussi dans le cadre de la programmation Digitalis Future qu'on met en place. Donc actuellement, vous savez qu'on traite la filière du bâtiment, enfin les filières du bâtiment et de l'immobilier. Donc tout un certain nombre d'événements ont lieu autour de ces sujets, des factories comme celle de ce jour et d'autres événements. Donc je vous montre très rapidement la page digital-is-future.digital113.fr. Avec vous retrouverez sur la page événements toutes les factories, dont celle du jour évidemment. C'est là aussi où vous pourrez retrouver le replay qui sera disponible dans les prochains jours. Alors, pour les factories qui sont déjà passées, si les sujets vous intéressent, pareil, vous y retrouvez les replays. Et puis, donc, toute la programmation de ce quadrimestre, puisqu'on va parler de ces sujets jusqu'à fin juin. J'attire juste votre attention rapidement sur la conf qui est donc le point d'orgue de notre saison Digitalis Future. Nous avons un sujet qui est très intéressant sur donc le numérique peut-il remettre l'humain au cœur du bâtiment? Donc, on vous invite à vous inscrire pour nourrir ces débats avec deux tables rondes. Une première sur les sujets du bâtiment résidentiel et une autre sur le bâtiment plutôt immobilier en lien aussi avec la crise sanitaire. Vous retrouverez là tous nos speakers et puis les modalités d'inscription aussi. C'est tout ce que je voulais vous dire pour moi aujourd'hui. Je vais vous laisser entrer dans le vif de vos sujets. Et puis, je vous rappelle que la Factory est enregistrée, donc si ça vous pose problème pour l'image, etc., je vous invite à couper vos caméras. Et je vous rappelle qu'il y aura un petit questionnaire de satisfaction qui vous sera envoyé automatiquement à la fin. Si vous pouvez y répondre, nous, ça nous sert beaucoup pour nous améliorer sur la façon dont on présente les sujets, etc. Et c'est tout. Merci Mathilde. Merci Mathilde pour cette introduction. Donc, je vais reprendre ma suite rapidement. Peut-être Gaëlle, si tu peux repartager. Oui, je repartage. Hop. Ça pour vous représenter rapidement la Factory Valorisation des données donc, qui tient l'événement d'aujourd'hui. Donc, Gaëlle a souhaité la bienvenue à tous les adhérents de Digital 113. On va aussi souhaiter la bienvenue à tous ceux qui ne le sont pas, puisque dans le cadre de Digital Institute, on l'a ouvert à tout le monde, puisqu'on essaie de faire le lien justement entre les experts du numérique adhérents de Digital 113 et les experts de leur métier, en l'occurrence du bâtiment aujourd'hui. La Factory Valorisation des données, donc notre objectif à nous, c'est justement de parler de cette thématique de valorisation des données, notamment au travers de cas d'usage qu'on essaie de relater une fois par mois. Cette Factory, elle est pilotée par 4 opérationnels ou chefs d'entreprise ou représentants d'entreprise. Donc, Magali, ici présent, et Marie, je ne l'ai pas vue connectée, je crois qu'elle ne pouvait pas aujourd'hui, elle est avocate, donc elle plaide aujourd'hui. Je me souviens bien. Et puis, Gaëlle et moi, qui assurons le binôme. Vous voyez, un quadrinôme parfaitement équilibré. Ça fait partie des bonnes valeurs. Magali y est attentive. On y est tous attentifs. On essaye, avec ce comité de pilotage, de vous proposer des contenus qui nous semblent intéressants. Néanmoins, comme vous savez, on fait tout ça à titre bénévole. Et donc, toutes vos idées, si vous avez des sujets que vous aimeriez voir adressés, des thématiques, des secteurs, des enjeux qui soient techniques ou usages, n'hésitez pas à revenir vers nous, à nous faire part, notamment au travers du questionnaire dont Mathilde a parlé tout à l'heure.
Voilà, peut-être les prochaines dates qui vont arriver et qu'on a calées. Donc, le 20 mai, toujours un petit peu dans le cadre du contexte Digitalis Future, on va parler cette fois-ci BTP. Donc, on a un intervenant à peu près calé sur le sujet des travaux publics. On en cherche à en valider un deuxième. Si vous connaissez des gens qui ont des belles histoires à raconter, ben, n'hésitez pas. Et le 24 juin, on parlera industrie du futur, probablement small data. Là, c'est Magali qui sera aux commandes de cette itération-là. Et en juillet, on pense qu'il fera grand beau comme aujourd'hui, qu'on ne parlera plus Covid ou plus trop et qu'on pourra faire un barbecue, data, apéro, quelque chose comme ça, pour essayer de se changer un peu les idées et passer l'été. Très bien. Voilà, je te laisse, Gaël, introduire la session du jour. Ah non, présenter les chiffres du jour, ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Donc du coup, alors je ne sais pas si vous êtes au courant, on a lancé à l'échelle de la Factory, on a un observatoire qu'on accompagne. Alors c'est dommage, là j'avais le lien vers l'observatoire qui a disparu. Je vais remettre le lien dans le chat. Ouais, super. Donc l'idée de cet observatoire, c'est d'aller collecter des données justement à l'échelle du territoire sur l'usage de la data en entreprise au service des activités de chacun, les enjeux, les freins, enfin voilà, tout ce qui peut tourner autour de la donnée, ses usages et de ce que ça implique en termes de gouvernance d'entreprise et de mise à profit dans les différents usages. Et encore une fois, quelles que soient les activités, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est d'avoir vos retours sur cette enquête. Donc, Simon va vous partager le lien pour que vous puissiez y répondre. Petite cerise sur le gâteau, c'est qu'en plus, vous pouvez vous auto-évaluer et évaluer votre propre potentiel, vos propres piliers. Alors, on a défini 5 piliers que sont la stratégie de la data de l'entreprise, la culture data, les compétences, l'organisation, gouvernance et le potentiel. C'est vraiment pour vous et ça va aider également les institutionnels de la région, le cluster et notamment le Digital 113 à aussi positionner potentiellement des offres de services sur ces sujets en ayant vos propres retours sur les items qui sont présentés. On voulait vous partager les premiers quelques chiffres qui datent de l'enquête qu'on a réalisée l'année dernière. Alors, premier élément qui était intéressant, c'est que globalement, les chefs d'entreprise, quand on les interroge, nous disent que 92%, ils pensent que la donnée peut contribuer au développement de leur performance et à l'accélération de leur performance. Donc ça, c'est un constat global. Après, dans les faits, on voit qu'il y a quand même pas mal de freins. Et ça, vous pourrez le voir en revenant sur l'ancienne enquête. Là, il y a un chiffre qu'on voulait vous partager, qui était celui de l'usage d'Excel ou de Google Sheets comme outil de pilotage d'entreprise. Donc là, on a quand même 50% des entreprises qui utilisent encore aujourd'hui et qui, je pense, continueront demain à utiliser Excel et Google Sheets comme principal outil de pilotage. Sachant qu'aujourd'hui, on a pas mal d'outils, et Simon pourra en parler plus largement, des outils décisionnels qui sont dédiés au pilotage de l'entreprise et qui sont un peu moins connus ou du moins qui nécessitent un peu plus de compétences pour rentrer dans ces sujets. Donc potentiellement des sujets qu'on pourra aborder plus tard au sein de la Factory si ça vous intéresse. Donc l'approche BI, décisionnelle, pilotage d'entreprise, qui sont des sujets récurrents chez nous en termes de valorisation des données. 3 autres chiffres qui peuvent vous intéresser, c'est quand on a posé les questions, encore une fois, à ces répondants, 56% nous ont dit qu'aujourd'hui, ce qu'ils attendaient également, c'est un accompagnement en région sur ces thématiques-là, parce qu'on a souvent du mal à savoir comment s'y prendre, comment structurer les choses, et puis également comment financer. Donc là, il y a encore un gros sujet sur le financement. Des gens comme Adoc ou la BPI sont assez bien positionnés pour accompagner les entreprises, mais on ne sait pas forcément sur quel type de sujet et comment. Donc, éventuellement, un autre sujet qu'on pourra partager au sein de la Factory si ça vous intéresse. Voilà, donc ça sera tout pour les chiffres aujourd'hui et je laisserai la main à nos amis intervenants et je laisse donc Simon introduire le sujet du jour. Tout à fait. Donc, merci Gaël pour ces chiffres, effectivement, qui nous permettent d'y voir un peu plus clair sur notre périmètre, en tout cas au Occitanie, sur ces sujets data. Le sujet du jour, donc, c'est de revenir sur ce secteur du bâtiment, qui est un secteur que tout le monde connaît, que tout le monde pratique quasi quotidiennement, ou en tout cas pratiqué. Maintenant, on est passé dans le bâtiment personnel beaucoup, mais en tout cas, le monde du bâtiment, on y est tous les jours dans nos entreprises, dans notre vie de tous les jours. C'est un monde dans lequel l'IoT a fait une grande percée depuis quelques années avec beaucoup de promesses. Mais certainement beaucoup de difficultés à pouvoir vraiment utiliser et tirer profit de ces données qui ont des niveaux de qualité variables. Et il nous a paru intéressant dans le cadre de cette Factory de justement faire un peu des coups d'éclairage sur ce monde-là pour voir finalement concrètement
comment ça se passe, quelles sont les données qui sont générées, comment on arrive à les valoriser et où est-ce qu'on en est dans une transformation digitale où on a tous vu des films où on rentre magiquement dans un bâtiment qui est chauffé à la bonne température parce qu'on sait qui on est et on sait comment on arrive et à quelle heure on y est et donc tout s'est bien passé, les lumières s'allument quand on avance, ça ne consomme pas d'énergie, dès qu'il y a une panne, quelqu'un arrive, répare et tout se passe bien. Ça, c'est ce qu'on voit dans les films. Dans la réalité, est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est différent? Comment on traite ces sujets-là? Et donc, on a choisi à Gaël deux intervenants, Vincent et Fabrice, que vraiment on tient à remercier. C'est toujours pas facile d'aller chercher des intervenants. Et donc, parler, présenter des cas d'usage concrets, ça nous intéresse toujours. Donc, un grand merci à eux encore une fois. Donc, Vincent commencera notamment sur le monde de l'habitat social, mais plus généralement du bâtiment, à montrer comment, en fait, une grande valeur est portée dans le partage de la donnée. Surtout dans un monde comme le bâtiment où il y a de nombreux acteurs, que ce soit sur la partie maintenance, sur la partie usage, utilisation du bâtiment, mais aussi sur son exploitation. Et donc, comment on fait pour optimiser les fonctionnements actuels, pour créer de nouveaux services et donc finalement partir de l'existant de ROI peut-être un peu plus concret, c'est ce qu'on appelle la smart data, la capacité à vraiment valoriser des choses dès aujourd'hui, et puis demain imaginer de nouveaux enchaînements. Et puis ensuite, Fabrice, peut-être je te laisse Gaël présenter Fabrice. Du coup, Fabrice va être là pour partager sur une thématique qui est un petit peu plus pointue. Il va partager ses retours d'expérience sur le déploiement de systèmes de comptage au travers de caméras. Et là, plus dans des environnements retail. On a été amené à travailler ensemble et au travers des usages qu'on a pu découvrir ensemble et sur lesquels on a pu travailler, il y a effectivement le côté qu'est-ce qu'on fait de cette donnée et à quoi elle va servir chez les retailers ou dans les environnements dans lesquels ça a été déployé, mais également les difficultés qu'on peut rencontrer quand la qualité de la donnée n'est pas au rendez-vous, parce qu'elle a un impact direct sur les usages et sur quelque part la mise à profit de ces données dans la prise de décision, l'organisation même du client. Donc là, Fabrice pourra largement partager sur ce sujet et Simon et moi-même reviendrons sur des retours d'expérience concrets qu'on a pu avoir tous les deux dans nos différentes activités autour de l'usage de données qui permettent soit de faire du comptage, soit l'exploitation, ce type de choses. Voilà. Et puis, bien entendu, et je conclurai avec ça, vous êtes les bienvenus pour partager vos propres retours d'expérience, partager vos questions, parce que l'idée de ce genre de factory, ce n'est pas de faire du webinaire avec du descendant pendant 1 heure, c'est aussi de bénéficier d'un vrai échange. Donc, on va essayer de faire en sorte qu'il y ait de l'échange. Et n'hésitez pas à nous interpeller si vous avez des sujets que vous aimeriez aborder. J'insiste, effectivement, je pense qu'on en a tous un peu marre des visios et du descendant comme ça, donc n'hésitez pas, on a la chance d'être à la fois nombreux et pas très nombreux, on est une grosse quinzaine, une petite vingtaine, donc posez vos questions, prenez la parole, on a les outils de façon pour recouper les micros si jamais il y a des soucis, donc n'hésitez pas vraiment. Du coup, Vincent, on te laisse le champ, la parole, pour que tu puisses nous partager ton écran de ta présentation et surtout nous faire part de ton retour d'expérience. Ok, merci beaucoup et bonjour à tout le monde. Donc effectivement, je vais vous parler IMO et data à travers l'expérience que j'ai chez Intent Technologies. Donc je vous fais un petit brief sur qui on est, ce qu'on fait et ensuite je vais rentrer un peu plus dans les cas d'usage. Intent, on est une entreprise du monde du logiciel, entreprise innovante qui déploie une plateforme de services numériques. On existe depuis 10 ans, en fait, on souffle nos 10 bougies cette année et on est un acteur qui opère sur le marché de l'immobilier. Concrètement, c'est des gestionnaires immobiliers, des propriétaires ou gestionnaires de bâtiments. Donc ça peut être des bailleurs sociaux, des syndics de copropriété, des asset managers, des directions immobilières de groupe, des collectivités, etc. Voilà, on opère depuis 10 ans sur ce marché, on accompagne sa transformation et c'est un marché qui a bien besoin de se transformer, notamment si on fait on compare par exemple avec ce qu'on vit dans nos vies de citoyens où on est tous un petit peu connectés, où en quelques clics on est capable de commander un taxi, un billet de train ou un billet d'avion ou de suivre en temps réel son colis.
Par contre, dans le bâtiment, c'est un peu plus compliqué de savoir quand est-ce que le plombier va arriver, pourquoi mon ascenseur est en panne, quand est-ce qu'il va être réparé, combien je consomme d'énergie parce que j'ai autant de fournisseurs que de compteurs, etc. Donc en fait, il se trouve que voilà, dans le bâtiment en général et dans la gestion immobilière, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a une transition qui s'est opérée depuis quelques années, c'est assez récent par rapport à d'autres secteurs. Et c'est là où on se rend compte que les informations, les datas existent et sont ultra intéressantes et importantes pour opérer cette transformation du secteur. Et des acteurs, il y en a beaucoup, mais ils sont tous en train de se digitaliser, donc tous les acteurs de l'écosystème de l'immobilier, mais ils sont tous ultra spécialisés en silo. Donc à travers des approches très cloisonnées, très verticales. Donc ils sont tous très bons sur leur expertise métier, mais par contre, ils ne savent pas parler entre eux et ils ne savent pas parler à l'extérieur. Et donc ça pose un problème avec, on se retrouve avec des solutions qui sont fermées, pas intégrées dans les process des gestionnaires et des propriétaires de bâtiments, rarement mises à jour correctement du coup et synchronisées avec d'autres solutions. Pourtant, ces données, elles sont hyper utiles pour répondre à différents enjeux. De qualité de service, de respect de la réglementation, de gestion de la relation client, de gestion de la performance énergétique, etc. Et surtout, pour pouvoir imaginer des nouveaux services, il faut être à plusieurs pour produire ces fameuses données. Et donc, nous, notre credo, c'est que voilà, si la donnée, il faut qu'on arrive à la collecter. Elle a de la valeur, cette donnée, mais elle a de la valeur que si elle est correctement exploitée et partagée pour pouvoir l'enrichir. Et si on suit un petit peu le parcours de la data aujourd'hui sur un parc immobilier, ça ressemble à un gros plat de nouilles. Parce que rien ne communique, tout part dans tous les sens. Voilà, c'est plutôt un plat de nouilles numérique, comme j'aime bien le dire. Et donc, ce que Intent propose sur ce marché, c'est une plateforme numérique en SaaS qui permet de connecter l'écosystème de l'immobilier. Donc, je prends souvent l'exemple d'une multiprise qui prend la forme d'API et qui permet de raccorder différents acteurs sur l'ensemble des intervenants du bâtiment. Donc, ça va être des mainteneurs, l'ascensoriste, le chauffagiste, le plombier, des diagnostiqueurs qui vont faire des diags réglementaires sur l'amiante, le plomb, etc. Des fournisseurs d'énergie, fabricants d'objets connectés, bien entendu, les services de relations clients, ça peut être un centre d'appel, un CRM ou autre, et j'en passe. Et donc, en 10 ans, on a réussi, et ça n'a pas été une mince affaire, à animer un écosystème de solutions qui sont compatibles avec nos API, qu'on appelle Intent Ready. Et donc, on a dû partir avec notre bâton de pèlerin pour expliquer ce que c'était que de l'échange de données, expliquer ce qu'était une API. Parce qu'il y a encore quelques années, on nous regardait quand même avec des gros yeux dans le monde du bâtiment quand on parlait d'API. API qui est une interface d'échange de données, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est. Et donc, on a créé un standard en fait pour que la donnée, qu'elle provienne d'un fournisseur de chauffage bleu, rouge ou vert, elle arrive de manière assez standardisée et on permet de faciliter l'échange de données entre tous ces acteurs-là. Donc ça, j'ai mis un exemple de logo parce que forcément, vous devez en connaître certains, qui est plutôt axé, on va dire, ce schéma sur l'écosystème plutôt du monde de l'habitat, moins du tertiaire ou de l'industrie. Mais voilà, avec différentes entreprises de services qui rentrent et qui sortent toute la journée du bâtiment pour serrer des boulons, envoyer de la température, envoyer du chaud, envoyer du froid, envoyer de l'eau, envoyer du gaz, etc. Et donc, toutes ces données qui sont produites par ces entreprises, on va les collecter. Et donc, on collecte différents types de données, donc des données d'activité. Voilà, je demande une intervention parce que l'ascenseur est en panne, mais je veux savoir où en est le technicien, un peu comme mon suivi de mon Deliveroo ou de mon Chronopost. Je veux savoir combien mon bâtiment consomme, voilà, sur la performance énergétique, sur les alarmes et la performance de mes équipements. Je veux pouvoir centraliser des documents
un petit peu comme un carnet de santé de mon bâtiment pour avoir tout au sein d'un même endroit, avec mes plans, mes diagnostics, mes notices, mes modes d'emploi, etc. Et tout ça, bien entendu, doit être synchronisé sur un seul et même référentiel qui est généralement partagé entre le propriétaire du bâtiment et tout son écosystème. Donc voilà un petit peu le positionnement, un petit schéma un peu plus IT pour montrer le positionnement. Donc le système d'information du gestionnaire et du propriétaire des bâtiments qui est interfacé avec une plateforme qui elle-même démultiplie les usages et l'accès à la donnée à travers des connexions avec le monde extérieur qui est les fournisseurs, les objets connectés et les éditeurs de solutions. Et donc, avec ces API, on fournit des applicatifs web et mobile qui permettent différents cas d'usage et certains que je vais pouvoir vous présenter. Donc ça, c'était en express la démo et la présentation de qui on est et de ce qu'on fait. Si déjà vous avez des questions, n'hésitez pas à me couper avant que je rentre sur la partie retour et cas d'usage. Moi, j'ai une question juste rapide, c'est Ouais. quelle a été la difficulté la plus importante dans le fait de bâtir ce langage commun? Parce qu'on voit que dans le bâtiment, effectivement, tu l'as montré, il y a une slide avec beaucoup d'acteurs. Ouais. Quelle a été la plus grosse complexité pour faire en sorte que tous ces gens acceptent de parler un langage commun, donc ce que tu as appelé API. Je vais vraiment parler de façon simple, parler le même langage et tous dire, tu prenais l'exemple des chaudières, ma chaudière chauffe actuellement à 65 degrés. Qu'est-ce qui est dur, difficile là-dedans? Alors là, il y a eu une première difficulté, c'était de rentrer dans le métier, dans la compréhension et des besoins du métier pour pouvoir traduire les différentes données, les différents champs adressés par ces différents acteurs en un langage qui soit compréhensible par l'utilisateur final. Donc ça, il se trouve qu'on vient tous plus ou moins du monde du bâtiment, donc de notre côté, ça n'a pas été compliqué. On a passé énormément de temps sur les genoux de nos clients pour comprendre leur métier. Voilà, on était derrière leur épaule pour essayer de comprendre leur quotidien, de mettre le nez dans leur tableau Excel et dans leurs outils au quotidien pour essayer de restituer ça de manière un peu plus compréhensible. Et la deuxième problématique, ça a été effectivement de faire comprendre l'intérêt à cet écosystème d'acteurs qui sont tous très cloisonnés, très verticalisés, très forts dans ce qu'ils font, mais alors qu'à les convaincre de s'ouvrir, c'est-à-dire amener de la transparence, partager la donnée si précieuse à son client pour qu'il en fasse d'autres choses, qu'il la valorise ailleurs. Donc ça a été très difficile d'arriver à convaincre tout ce beau monde. Et là, la difficulté qu'on a aujourd'hui, c'est maintenant, une fois que la donnée elle est collectée, elle est compréhensible, c'est qu'est-ce qu'on en fait et comment est-ce qu'on la repartage à d'autres pour l'enrichir. Voilà. Donc à peu près, si je peux faire un petit témoignage sur cette question. Super. Et du coup, il y a une question un peu plus technique, c'est est-ce qu'il y a des domoticiens qui sont connectés ou avec qui vous discutez régulièrement? Alors, on discute avec des acteurs de la domotique. Bon, il y en a un qui s'appelle Legrand, que vous voyez ici. Mais c'est vrai que la domotique de papa, dans le monde de l'habitat collectif, elle n'existe pas. Le bâtiment qui était présenté par Simon, où on entre, il nous reconnaît, tout s'allume, il nous dit bonjour, etc. Sur le secteur de l'immobilier plutôt collectif, ça n'existe pas ou très peu. Dans le monde de l'habitat tertiaire, enfin du monde du tertiaire, du bureau, pardon, ça commence à exister avec des salles de réunion qui commencent à être de plus en plus connectées. Mais c'est vrai que là, on va plutôt rentrer dans le monde de l'automatisme plutôt que de la domotique. Domotique, c'est vraiment adapté à la maison. Domo, c'est la maison. Et on va plutôt travailler avec des acteurs de la GTB, qui est la gestion technique avec des automatismes sur un bâtiment qui permettent d'ouvrir les stores, d'allumer la lumière, de régler l'intensité de la lumière, etc. Ça un peu plus. Alors que dans l'habitat, et honnêtement, dans l'habitat social, c'est encore loin d'être le cas. Ok, et dernière question, puis on te laisse passer au cas d'usage, c'est est-ce que le langage dont tu parles, il est open source ou est-ce que c'est une propriété d'Intent, pardon?
Alors, c'est une très bonne question. Et en fait, le langage, déjà, on a une documentation API qui est en ligne et fier de l'être. C'est-à-dire que on a fait le choix et c'est justement mon premier cas d'usage, donc ça tombe bien, la transition est toute trouvée, de fournir une API qui est documentée, qui est notre propriété, mais qui est libre, puisque on la documente, on permet d'ouvrir des comptes de tests, des comptes de développeurs, etc., pour que on puisse démocratiser au maximum l'échange de données, étant donné qu'il n'y a pas de standard d'échange sur le marché. On a été un des premiers acteurs à publier et documenter cette documentation API. Et donc, le premier cas d'usage, effectivement, c'était celui-là. C'est pour pouvoir connecter tout ce joli monde. Il a fallu identifier tous les cas d'usage. Donc, voilà, je veux savoir où en est mon intervention dans mon bâtiment, savoir quand le technicien va intervenir. Je veux être alerté lorsqu'il y a une dérive. Lorsqu'il ne respecte pas les délais, par exemple. Voilà, mon ascensoriste sous contrat doit intervenir sous 2 heures. Ça fait toujours 3 heures que j'attends, donc je suis censé recevoir une alerte. L'échange de documents. Donc voilà, le fait que je puisse envoyer une photo pour montrer que l'ascenseur est en panne ou qu'il y a une fuite ou je ne sais quoi. Et également avoir le rapport d'intervention du mainteneur. Donc, tout ça, c'est des routes API. Quand je parle d'une API, en fait, il y a plusieurs API, donc plusieurs routes qui sont documentées en fonction des différents cas d'usage. Et donc, petit à petit, ces cas d'usage viennent s'enrichir en fonction de la maturité des différents acteurs et des besoins exprimés par le marché. Une fois qu'on a défini ces cas d'usage-là, on va avoir du côté de l'écosystème ce qui est possible de faire de leur côté. Donc, en fait, il y a eu un gros travail d'équipement de la part de ces acteurs-là, qui se sont tous équipés d'outils, de solutions informatiques, notamment des outils de gestion technique, des outils de gestion des interventions, qu'on appelle nous des GMAO, des outils, des plateformes IoT, bien entendu. Et donc, en fait, à travers ces acteurs, à travers Otis, IDEX, NJ, etc., et j'en passe, il a fallu aussi discuter avec les éditeurs qui étaient derrière ces entreprises, qui avaient également des interfaces, donc des demi-interfaces, et chacun a dû s'aligner en fonction de sa capacité à faire pour renseigner ce fameux cas d'usage. Et donc, on pousse quand même, grâce à nos clients, le marché à s'équiper et à enrichir ces fameux cas d'usage pour essayer d'être dans le bidirectionnel. Jusqu'à aujourd'hui, on était plutôt dans je récupère des informations de la part de mes fournisseurs de services. Là, l'étape dans laquelle on est actuellement, c'est les entreprises récupèrent des informations en provenance du client. Effectivement, une entreprise est vachement intéressée de savoir que le code de la porte a changé, que le numéro du locataire n'est plus le bon, ou qu'il a déménagé, que le code du cadenas pour accéder à la toiture, c'est celui-ci, etc. Et donc, ces informations-là, ça permet aux entreprises d'être vachement intéressées d'être sur une plateforme pour pouvoir accéder beaucoup plus facilement à de l'information et être meilleurs dans leur boulot au quotidien. J'ai une question, Vincent, mais qui rebondit sur la question de Pierre. En termes de modèle économique, c'est-à-dire que là, on a accès à beaucoup de data, mais concrètement, est-ce que les acteurs avec lesquels vous bossez arrivent à la valoriser, à la monétiser? Enfin, c'est quoi le modèle économique en fait derrière tout ça? Alors, le modèle économique, alors nous, on a un modèle économique d'éditeur, mais bon, je ne vais pas rentrer dedans, c'est juste, on va dire, un abonnement en fonction, voilà, mais ce n'est pas la question. C'est plutôt, on va dire, d'un côté, le gestionnaire, le propriétaire des bâtiments, qui lui a accès à de la donnée. Et donc, cette donnée-là, qu'il a du mal à aller chercher, ça valorise son boulot. Donc, c'est-à-dire qu'au lieu de passer 4 coups de fil et 3 mails pour obtenir une information, il l'a en temps réel. Donc, derrière, c'est des gains d'efficacité, des gains de temps. Donc, on a pas mal travaillé avec des clients sur le ROI d'une solution comme celle-ci. Et en fait, la majorité des ROI, c'est du temps et du gain de temps sur de l'accès à l'information. Avant, je mettais un quart d'heure pour obtenir l'information. Maintenant, je l'ai dans ma poche, n'importe où, n'importe quand, en temps réel. Et ensuite, pour les entreprises, c'est un petit peu la même chose. C'est
c'est toujours une tannée pour obtenir de mon client telle information parce que il met du temps à me l'envoyer, il me l'envoie sur un fichier qui n'est pas standard, je suis obligé de retravailler son tableau Excel, etc. Tous les mois, il me demande de faire des rapports, donc je dois m'amuser à faire des camemberts, des diagrammes, etc. Alors que là, j'ai plus à le faire. C'est un outil qui le fait de manière automatique. Et étant donné qu'on s'est mis d'accord sur les règles du jeu en termes de data et de codification au préalable, tout se fait automatiquement et je gagne un maximum de temps. Et ensuite, il y a des nouveaux modèles économiques qui sont permis. Et là, c'est les 2 cas d'usage qui vont suivre. Donc, encore une fois, la transition est toute trouvée. Qui est, alors non, c'était pas celui-là, mais je vais y revenir alors plus tard, qui est, la donnée me permet de savoir en temps réel ce qui se passe. Donc, ça me permet d'accéder aux données, de consulter les interventions, de superviser la performance énergétique. Effectivement, l'énergie coûte cher et une fuite d'eau, je préfère être alerté en temps réel plutôt que attendre une facture salée ou qu'il y ait des dégâts des eaux, quoi. Donc, les impacts en fait induits liés à des dérives sont coûtent ultra cher chez les clients. Et donc, d'avoir une réactivité de la part de l'entreprise et d'avoir une réactivité de par l'accès à la data, ça permet de faire des économies. Le fait d'être à jour sur la partie réglementaire. Effectivement, si on se trouve sur un contrôle et on n'est pas à jour, ça peut coûter cher également. Mais de manière générale, c'est plutôt la réactivité qui est recherchée chez les clients. Et ensuite, la capacité à adresser des nouveaux services. Et donc, la capacité à adresser de nouveaux services, j'y viens. Donc, on est sur, par exemple, un cas d'usage sur une donnée d'objet connecté qui a été posée par une entreprise de chauffage pour mesurer la température dans un logement ou dans un bâtiment. Et donc, en fait, eux sont objectivés sur les performances énergétiques dans leur cadre de leur contrat. Donc, forcément, ils mettent des sondes de température, des capteurs envoyés sur du Sigfox, du LoRa ou je ne sais quoi, qui leur permettent d'avoir au fil de l'eau toutes les températures et donc d'optimiser leur réglage, d'éviter de se déplacer lorsqu'il y a une alerte ou quand il y a quelqu'un qui dit j'ai chaud ou j'ai froid, et vraiment d'objectiver ce qui se passe. Donc effectivement, ok, vous avez froid, mais il fait quand même 20 degrés dans votre logement ou dans votre bâtiment. Contractuellement, j'en dois 19, donc je n'ai pas besoin de me déplacer. Pour moi, tout va bien. Et donc du coup, d'atteindre plus facilement leurs objectifs et d'être plus efficace. Sauf que cette donnée, à partir d'avril, là, avec les jours qui se rallongent et la température qui monte, en fait, on éteint les chauffages et la sonde de température, elle continue à tourner. Elle continue à envoyer de la data parce qu'elle a été programmée comme ça. Et cette donnée, le 15 août, elle ne sert à rien du tout. Donc, on paye un abonnement à Sigfox, on paye du stockage de données pour rien du tout. Et donc, le cas d'usage que certains de nos clients ont expérimenté, c'est d'utiliser une donnée qui est non utilisée pour la valoriser et en faire d'autres choses. Et donc là, la donnée de température qui a été posée par le chauffagiste, elle est repartagée au CCAS de la ville en question dans le cadre d'un plan canicule. Donc, par exemple, une personne âgée qui est dans son logement identifiée comme personne fragile ou à risque, si on voit que la température dépasse pendant plusieurs heures ou plusieurs jours un seuil qui est anormalement haut, donc une température anormale, si en plus on peut croiser cette donnée avec une donnée d'un compteur d'eau, par exemple, on s'aperçoit qu'il y a une personne qui n'a pas consommé d'eau ou très peu d'eau pendant 24 heures, que la température est très très haute, il y a peut-être un risque. Et donc, je vais peut-être aller envoyer une notification à quelqu'un qui va aller taper à la porte de ma grand-mère pour savoir si tout va bien. Et amener un nouveau service à valeur ajoutée dans le cadre d'une opération de maintien à domicile des personnes âgées ou des personnes fragiles. Et donc, il y a quelques clients qui se sont lancés dans ce dispositif-là, de dire, cette donnée-là, elle me sert à moi, et en fait, au moment où elle ne sert plus, elle peut être valorisée et en amenant un nouveau service. Et donc là, c'est le CCS de la ville de Villeneuve-d'Ascq, avec un bailleur qui s'appelle Habitat du Nord, qui a expérimenté ça dans le cadre d'un plan canicule. Et donc, la donnée est envoyée à un centre d'appel qui va appeler les personnes ou envoyer dans la poche du gardien qui va faire de la levée de doute, donc qui va physiquement se rendre sur le logement pour savoir si tout va bien.
Donc voilà pour ce cas d'usage de valorisation de la donnée. Et donc, créer des nouveaux services. Alors, ça se monétise pas forcément. Il y a certains bailleurs qui peuvent imaginer la monétiser. Il y en a d'autres qui disent que nous, ça permet de fidéliser nos clients, d'amener plus de valeur ajoutée sur mon offre de gestion immobilière, d'avoir ce service de levée de doute. Et donc, forcément, moi, ça me rassure de savoir que ma grand-mère est dans un logement comme ça, plutôt que dans un logement où elle serait toute seule. Voilà pour ce cas d'usage. Si vous avez des questions, des réactions, parce que je ne vois pas, les écrans, n'hésitez pas. Pour l'instant, pas de réaction. Après, on revient sur le modèle économique, mais peut-être qu'on l'abordera dans les échanges après, parce que Ouais. ça revient régulièrement. Ça marche. Dernier cas d'usage de valorisation de la donnée, toujours dans une optique de créer de nouveaux services. Donc, je suis dans un bâtiment, il y a un équipement d'ascenseur qui est communicant et qui nous envoie des alertes panne. Donc, cette alerte de panne, elle est envoyée naturellement au technicien ascensoriste qui est sous contrat et qui doit du coup réceptionner la panne et intervenir au plus vite dans le cadre de son contrat. Du coup, ce qui est pas mal, c'est qu'il reçoit ça en temps réel avant même que l'occupant s'en aperçoive. Et donc, il va peut-être gagner ces 10, 15, 20 minutes d'intervention qui vont lui permettre d'être plus efficace et donc de réduire le dysfonctionnement et derrière le mécontentement du technicien. Donc, en fait, c'est le technicien ascensoriste qui a mis en place ce système-là. Et donc, on lui a demandé de l'ouvrir, ce système, pour qu'il puisse être repartagé à d'autres entreprises. Donc, par exemple, il y a d'autres entreprises qui sont ultra intéressées de savoir que l'ascenseur est en panne. Ceux qui vont faire la maintenance des antennes télé, ceux qui vont nettoyer les systèmes de ventilation, forcément, ils ne vont pas se monter les 14 étages à pied. Et donc, du coup, ils vont peut-être reporter leur intervention et leur déplacement. Parce que monter avec une caisse à outils ou un caisson de ventilation sur le dos, ce n'est pas possible de monter 14 étages à pied. Actuellement, ils se déplacent, ils font une demi-heure de bagnole, ils vont sur place, ils voient que l'ascenseur est en panne, ils repartent. Donc, ils perdent 1 heure de leur journée. Alors que s'ils avaient eu l'information que l'ascenseur était en panne ou en service, ils auraient pu adapter leur intervention. Et ça, derrière, ça peut se monétiser. Ensuite, cette même donnée, elle est envoyée au centre d'appel, parce que forcément, quand l'ascenseur est en panne, il y a tous les locataires qui vont appeler en disant « mon ascenseur est en panne ». Il y a celui du premier étage, du deuxième, du troisième étage, tout le monde va s'exciter. Et donc, le fait de dire effectivement, nous avons l'information quand quelqu'un appelle, c'est vachement rassurant de dire oui, vous inquiétez pas, on est au courant. On sait d'ailleurs que l'entreprise est en cours d'intervention ou va intervenir dans 1 heure, etc. Voire même, on peut être proactif, c'est-à-dire qu'on va notifier les occupants que l'ascenseur est en panne. En gros, ne nous appelez pas, ne vous inquiétez pas, l'ascenseur est en panne, on le sait. Et on va même notifier en particulier les personnes à mobilité réduite. Par exemple, une personne en fauteuil roulant, une maman enceinte qui doit descendre quelques étages, etc. Bon, voilà, c'est vachement intéressant pour eux de recevoir une notif en leur disant ça n'a rien de se presser, essayez de vous organiser autrement ou de reporter votre déplacement parce que voilà, votre ascenseur est en panne. Et enfin, nouveau service, quand l'ascenseur est en panne un peu trop longtemps, il y a des clients qui repartagent cette information à une asso, une régie de quartier, qui propose du portage de repas ou du portage de courses ou du portage de je ne sais quoi qui serait un petit peu trop lourd pour les personnes fragiles et qui propose de monter les 14 étages à pied pour monter les packs d'eau ou les packs de lait à ma grand-mère. Et donc ça, pareil, c'est à partir d'une donnée technique, on arrive à créer un nouvel usage et à valoriser cette data pour amener un nouveau service qui est super intéressant, super utile à destination des occupants des bâtiments. Donc voilà un peu un dernier exemple que je souhaitais partager avec vous et j'en ai fini pour la petite présentation. Alors du coup, moi j'avais 2 questions. Tiens, justement, voilà, tu peux peut-être mettre sur la dernière. Ouais. Les usages, et est-ce que tu as eu déjà, parce qu'on a beaucoup de demandes sur la maintenance prédictive typiquement, parce que ça fait partie des usages qui intéressent beaucoup et beaucoup de secteurs d'activité. Là, vous collectez beaucoup de données. Tu as parlé de silos tout à l'heure et de siloter. Pour l'instant, je vois beaucoup de choses
où les données restent en silo malgré tout, parce qu'on a un usage d'un type de données, mais qui ne sont pas croisés avec d'autres types de données pour Ouais. potentiellement enrichir. Mm. Est-ce que vous avez des usages qui sont voilà, d'autres types d'usages qui pourraient nécessiter justement voilà, de faire de la prédiction et qui sont aujourd'hui possibles ou pas en fonction de la qualité des données et de la richesse des données que vous avez? Alors, je vais commencer par la fin, c'est la qualité de la donnée. Effectivement, aujourd'hui, il y a un gros travail qui est fait au quotidien avec tous les producteurs de la donnée pour améliorer cette qualité. Et donc là, on a besoin, on fait appel à des data scientists, à des entreprises qui nous accompagnent et qui accompagnent nos clients sur pourquoi la donnée est de bonne ou de mauvaise qualité. Comment est-ce qu'on identifie qu'une donnée est de bonne ou de mauvaise qualité par rapport à du machine learning ou autre. On sait que par exemple une donnée de température, si je reste dans mon exemple, elle doit être comprise entre 5 et 40 degrés. Si une donnée nous envoie moins 8000 ou plus 40 000, bon, il y a un problème. Donc cette donnée, on va la taguer comme mauvaise qualité et donc on va essayer de l'oublier. Et ça, j'ai envie de dire, c'est simple. Dans toutes les données liées à des process, à des workflows spécifiques d'intervention ou de gestion ou d'envoi de documents, etc., c'est ultra compliqué. Et donc là, il y a des clients qui font appel à des tiers, effectivement, pour faire tourner des algos sur cette donnée, pour essayer de la nettoyer au maximum et de faire en sorte que la qualité augmente. Ensuite, cette donnée, elle a besoin d'être croisée avec d'autres données. Des données météo, des données d'usage, et effectivement, d'autres données plutôt contextuelles auxquelles on n'aurait pas forcément accès en direct, ou des données, par exemple, faciles d'accès comme l'open data. Et donc nous, on va pas forcément être l'acteur qui va faire ça. Par contre, on est capable de se brancher à d'autres outils, à des briques de BI, à des briques de data analytics, qui permettent, elles, de retravailler les données qu'on collecte et de les croiser avec d'autres pour permettre ces nouveaux services, en fait. Et derrière, aider à de la maintenance préventive sur des pannes. On sait que sur l'ensemble des données qu'on a collectées jusqu'à aujourd'hui, à mon avis, cet ascenseur, il va vraiment tomber en panne dans 15 jours. Et donc, on va peut-être enclencher une notification ou pour faire mon plan de travaux. Je sais que, effectivement, de par tout ce que j'ai pu voir en historique, je vais plutôt programmer mon remplacement de mon parc de robinet plutôt l'année prochaine que dans 5 ans parce que je vais avoir des fuites d'eau, donc des dégâts des eaux, etc. etc. Et donc, effectivement, il y a beaucoup de données auxquelles on n'a pas forcément nous accès, mais que le client ou d'autres acteurs ont accès, qui pourraient permettre d'enrichir les cas d'usage. On a déjà travaillé avec différents acteurs. Je prends par exemple des assureurs ou des mutuelles qui sont vachement intéressés d'adapter le contrat d'assurance habitation en fonction de l'usage. Et des clients qui sont vachement intéressés pour payer le juste prix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ils payent le même prix pour une maintenance sur un ascenseur que pour 40 dépannages sur le même ascenseur. Et les contrats sont organisés de la même manière, que ce soit un ascenseur qui dessert 3 étages, avec que des étudiants super en forme, ou que ce soit un ascenseur avec 8 étages et un cabinet médical au 4e. Et donc, ça, on va petit à petit, on va dire, aider le marché à réfléchir sur ces sujets. Ça devient mature, mais ils ne sont pas encore prêts il faut qu'on les guide encore un petit peu pour pouvoir imaginer ces nouveaux usages grâce à la collecte et la valorisation de ces données-là. Merci. Alors, je regarde s'il y a des questions. Oui. Dans le même sens, en fait, sur une question qui va un petit peu plus loin sur la collecte des données, vous allez collecter des données aussi bien, par exemple, de l'IoT, c'est-à-dire des périphériques qui sont peu bavards, avec des systèmes via l'API qui seront des systèmes en temps réel, typiquement connectés à l'Internet, et comment vous allez pouvoir obtenir une corrélation entre ces deux types de données, où typiquement vous avez une sonde de température qui va remonter 8 fois par jour sur un bâtiment et la possibilité de l'avoir en temps réel d'un autre côté sur un autre bâtiment. Quel est le point médian pour optimiser la gestion de la donnée ? On va dire on s'adapte avec ce qu'on a. Aujourd'hui, on part du principe qu'il y a très peu de données qui sont envoyées en temps réel.
On est plutôt sur un parc qui est existant et qui est plutôt vieillissant. Donc, au fil du renouvellement du parc, la donnée va arriver de manière plus massive. Mais aujourd'hui, en fait, on est sur, on va dire, des faibles volumétries unitaires, c'est-à-dire qu'on est sur une donnée de consommation par jour, une donnée de consommation par mois ou une intervention par jour. Mais on sait que ces données vont exploser dans les années qui vont arriver parce que forcément, les systèmes qui produisent ces données vont être déployés massivement. Par contre, ces données unitaires, en fait, le fait de les avoir tous les jours et synchronisées, ça représente une masse quand même importante de données qui permettent derrière de faire de l'analyse et de l'aide à l'action. Je ne sais pas si j'ai répondu exactement à ta question. Si, mais ça répond tout à fait, parce que c'est vrai que l'IoT, pour moi, vu de l'extérieur, pour moi, l'IoT, c'est vraiment votre avenir sur ce type d'infrastructure, mais après, il y a tellement de solutions qui arrivent aujourd'hui, c'est comparer quelque chose qui envoie une donnée effectivement tous les jours à quelque chose qui peut être accessible en temps réel, comment on trouve le juste milieu, quoi. Ouais, et encore une fois, quel est le ROI de cette donnée? Cette sonde de température qui envoie des données toutes les heures ou toutes les 10 minutes, elle a un coût. Et effectivement, si on se dit cette donnée va juste me servir à savoir quelle est la température qui est dans mon logement, bon, ça va être intéressant, mais pas autant que les 2-3 cas d'usage que je vous ai partagés au préalable. Et donc, il faut essayer aussi de réfléchir à voilà, cette donnée-là, elle sert à un usage, comment est-ce que on va essayer de la repartager pour que le ROI soit immédiat et qu'on ne se pose même plus la question et que ce soit vraiment un marché d'équipement. Du coup, là, pour rebondir un peu sur ce sujet de ROI, et après on passera à la suite, mais je reviens encore sur ce côté modèle économique et pourquoi les acteurs devraient y passer, enfin en gros les acteurs de l'immobilier. Aujourd'hui, votre positionnement, il est de dire voilà, tout est possible et on vous donne la possibilité de lancer de nouveaux services, de répondre à des nouveaux usages. Pourquoi aujourd'hui plus que hier ou pourquoi y aller aujourd'hui pour les acteurs de l'immobilier? Enfin, je reprends un petit peu des questions. Voilà, est-ce qu'il y a des aides pour passer au smart building? Est-ce qu'on a un vrai gain à y passer par rapport à un acteur qui ne s'y mettrait pas? En fait, le premier besoin, c'est la première slide que j'ai partagée sur aujourd'hui, on sait que on peut commander un billet d'avion en un clic. Par contre, dans le bâtiment, c'est la croix et la bannière. Donc, en fait, c'est une industrie qui est en train de se moderniser, qui est obligée de se moderniser. On ne peut pas concevoir un bâtiment aujourd'hui sans avoir accès à Internet. On a du mal à concevoir le fait qu'on nous demande de poser une journée parce que le technicien nous dit qu'il va passer entre 8h et 19h. Ça, c'est plus possible. Donc forcément, en termes de qualité de service, en termes de qualité d'usage, les acteurs sont obligés de se moderniser parce que c'est le sens de l'histoire et c'est parce que ça fait partie des attentes des clients finaux en fait. Et donc, de fait, demain, on ne se posera même plus la question. On pourra, depuis son smartphone, créer une demande d'intervention pour que le plombier puisse intervenir et on pourra suivre au fil de l'eau les étapes de l'avancement de son intervention. Et pareil sur la partie performance énergétique, etc. Donc déjà, réglementairement, les clients sont contraints. Ils ont des contraintes sur de la performance, sur de la qualité de service. Il y en a certains se font certifier sur des démarches de qualité, notamment liées aux personnes âgées, j'en parlais beaucoup, etc. Donc tout un tas de labels qui permettent de valoriser leurs biens immobiliers. L'optique quand même pour les propriétaires immobiliers, c'est de valoriser leurs biens immobiliers. C'est que l'asset, ils prennent de la valeur. Donc forcément, si les services que je propose au sein de mon bâtiment sont canons et sont valorisables, mon asset prend de la valeur. Voilà, ça reste aussi le nerf de la guerre pour les acteurs de l'immobilier, c'est de valoriser leur parc. Donc de fait, ils ont peu de choix que de s'outiller. Claire. Alors, j'ai une dernière question, après on essaiera d'enchaîner. J'ai un point RGPD, une question de Marjorie là, sur les données de votre cloud. Enfin, aujourd'hui, déjà, est-ce que si je te parle des sujets RGPD, tu as tout de suite des éléments à fournir sur le sujet et partager? Parce que là, on fait signer aux habitants typiquement des droits d'utilisation. Enfin voilà, Marjorie a développé le sujet.
Alors effectivement, tout dépend le type de données qu'on va collecter. Une donnée d'un ascenseur, bon, je suis pas sûr que ça concerne trop le RGPD. Par contre, la donnée de la température qu'il y a dans le logement de ma grand-mère, celle-là, effectivement, c'est une donnée personnelle qui est produite par un capteur, mais qui est surtout produite par ma grand-mère, quoi. Donc en fait, cette donnée, il faut effectivement qu'on ait un accord, enfin que nos clients aient l'accord pour utiliser cette donnée en échange d'un service. Et donc généralement, ils sont en train de petit à petit de transformer les baux pour que dans mon contrat de bail, j'atteste que je rentre dans un logement qui est communicant, ou du moins certaines données sont communicantes, et certaines données, tout ou partie, peut être partagées à tels acteurs en échange de tel service. Et donc là, on passe pas mal de temps justement en ce moment, là, c'est là que ça se joue, hein, sur la partie RGPD, avec les directions de nos clients, pour savoir comment rédiger ça, comment obtenir le consentement, comment gérer le consentement dans le temps, parce que forcément, aujourd'hui j'ai envie, demain j'ai plus envie, comment ça se gère, comment ça se traite, sachant que les systèmes communiquent quoi qu'il arrive. Donc ça, c'est toutes des problématiques qui sont gérées pour l'instant au cas par cas. Il y a certains clients qui disent, moi effectivement, la donnée de consommation individuelle, ça m'intéresse pas. Par contre, je veux qu'elle soit accessible à mon client. Donc, en gros, envoyez-la moi, mais je ne veux pas la voir. Par contre, envoyez-la sur le smartphone de mon client pour que lui puisse maîtriser sa consommation d'énergie, d'eau, etc. Donc, derrière, en fait, nous, on a prévu des mécanismes dans le cloud qui permettent de sécuriser chaque entité. Donc, il y a l'entité du logement de ma grand-mère qui produit telle donnée. Et ensuite, on fait des contrats de partage et de cession de données entre une entité, l'entité de ma grand-mère, et l'entité du gestionnaire, qui ensuite la repartage avec l'entité du chauffagiste, qui ensuite la repartage avec l'entité du CCAS, qui, dans le cas du plan canicule, accepte d'utiliser cette donnée, etc., etc. Donc en fait, derrière, c'est du juridique, c'est du contractuel, du smart contract, de la blockchain, etc., etc., si on veut aller un peu plus loin. Là, c'est un autre sujet complet, mais je trouve très intéressant parce qu'effectivement, en plus, là, vous êtes au cœur d'un écosystème où il y a beaucoup d'acteurs, beaucoup de délégations de droit. Il y a eu une autre question sur l'aspect public, mais je pense qu'on y reviendra peut-être en fin de session si on a un peu le temps. Ouais. Mais il y a un vrai sujet là sur cette thématique qui fait écho au Linky, à ces sujets. On retombe un peu. Bien sûr. Super, merci beaucoup Vincent. Merci Vincent, c'était très riche. On passe au cas suivant et donc c'est ça. Gaël, Fabrice, on vous laisse la main. Allez, super, merci Simon. Alors du coup, je vais introduire Fabrice sur ce sujet puisque on se connaît depuis quelques années et généralement il n'aime pas participer à ce genre d'intervention. Je l'ai amené à se positionner parce que je pense qu'il a des choses sympas à raconter sur un sujet qui est assez intéressant, qui est l'usage des caméras dans les bâtiments, alors qu'ils soient publics, privés, et les différents usages qu'on peut en avoir. Donc, Fabrice vous partagera justement sa vision du sujet, ainsi que, alors je lui poserai quelques questions, mais aussi le poil à gratter, hein, c'est-à-dire qu'il y a le côté tout beau, tout rose, et puis il y a aussi l'envers du décor. Vincent nous a parlé de la partie visible de l'iceberg beaucoup, et il y a ce côté objet connecté qui est un élément important, puisque c'est lui qui va collecter la donnée et qui va retransmettre une donnée qui doit être de qualité pour pouvoir en tirer un bénéfice. Donc, je laisserai Fabrice se présenter et présenter sa structure et ce qu'il fait aujourd'hui et sur quel sujet il travaille. À toi, Bonjour Fabrice. À tous. Metalux, c'est une société qui a un peu plus de 10 ans maintenant, qui est spécialisée sur les systèmes d'intelligence embarquée dans des caméras optiques principalement. Donc, c'était quand on a commencé à travailler sur le sujet avec mes premiers associés qui sont basés à Madrid un peu après le début des années 2000. C'était totalement novateur. Ça s'est vraiment totalement aujourd'hui démocratisé. On trouve pléthore de solutions sur le marché qui font tout un tas de choses. Mais quand on se replace dans le contexte d'il y a quelques années, c'était vraiment très novateur d'avoir de l'intelligence dans une caméra, quelle qu'elle soit. À partir de là, il y a aujourd'hui, pour ma partie, là où je vais
plus grossir le trait, c'est depuis 10 à 15 ans, tout l'univers du retail, les centres commerciaux ou les bailleurs de centres commerciaux, les gens en fait, qui ont besoin de connaître l'affluence qui rentre et qui sort dans des bâtiments, quels qu'ils soient, ou dans des cellules de retail quelle qu'elle soit aussi, ces données ont pris de l'ampleur pour faire un calcul qui est relativement simple, c'est le calcul de ROI, c'est-à-dire que si c'est un bailleur, il va avoir besoin de connaître l'affluence de sa structure pour être capable de valoriser ses cellules, et après le retailer, lui, va avoir besoin de connaître son entrant et son sortant pour être capable de calculer un ROI par rapport bêtement à un chiffre d'affaires qui est généré. Alors, il y a des cas d'exception où on va me dire oui, mais un musée ou un cinéma, voilà, il n'a pas forcément un ROI par rapport à ça. Oui, mais il y a une billetterie dans ces cas-là. Et la billetterie vaut toujours mieux que l'intelligence. Alors que là, en fait, on va calculer un nombre de personnes donc pour valoriser l'accès à un site. Et après, sur la base d'un chiffre d'affaires, on va en sortir une donnée. Donc ça, c'est le plus gros chantier. Aujourd'hui, on parle plus depuis un an à tout ce qu'on traverse, donc à la crise sanitaire, de l'occupation en zone, qui est le deuxième sujet le plus important. Et donc là, aujourd'hui, on va être capable de gérer, de faire de la statistique plutôt par rapport à de l'occupation de zones pour être capable de prendre des décisions par rapport à ça. Mais c'est encore relativement nouveau, donc depuis une année, même si la technologie existait auparavant. Après, toute autre technologie, les systèmes de parking, alors là, il y a beaucoup de reconnaissance de plaques qui se sont mises en place, mais là, il y a des technologies qui sont arrivées avec une fulgurance folle et qui sont extrêmement performantes. Vous l'avez sûrement tous vu dans les parkings type Vinci, etc. Maintenant, en fait, toutes nos plaques d'immatriculation sont captées. Vous avez la possibilité d'avoir des ouvertures de barrières automatiques. Tout ça, il y a encore 10 ans de ça en arrière, ça n'existait quasiment pas, ou alors c'était avec des déploiements technologiques extrêmement importants. Derrière, comment tu veux? Alors justement, moi je revenais. Alors ton métier, on l'a un petit peu adressé, mais ce que j'aimerais savoir, c'est concrètement tes clients aujourd'hui, ce qu'ils attendent de toi. Alors au-delà de l'installation du système, c'est quoi les enjeux d'un déploiement de système de caméra dans un environnement type centre commercial, etc. C'est quoi les sujets? Alors, on fait appel donc à notre structure au sens large sur l'aspect justement infrastructure et technologique. Donc là, il faut qu'on trouve le bon curseur pour pas partir trop dans la technique, parce que c'est facile de faire une démo et de dire c'est super, regardez, là il y a un mec qui passe dessous, ça fait un dans un sens et ça fait un dans l'autre, super, mais ça, c'est pas le nerf de la guerre. Le nerf de la guerre, c'est de trouver le juste milieu entre je suis capable de faire une bonne analyse terrain et donc d'installer un système qui va être capable de capter un flux et de le restituer avec le moins de déperdition possible, et en même temps être capable d'accompagner le client pour collecter la donnée, valoriser la donnée jusqu'au point justement au point où cette donnée représente une valeur, ou une valeur à la revente, ce qui peut être le cas par exemple des bailleurs quand ils vendent des cellules, ils vont revendre également la donnée de trafic des centres commerciaux aux différentes enseignes. Donc, ils valorisent la data d'entrée-sortie du centre commercial. Après, donc, cette donnée, même si elle n'a pas de valeur monétaire à la fin, il faut qu'elle soit au moins capable de faire un calcul de ROI, donc sur la base de chiffre d'affaires. Si on prend une boutique, je dirais, de retail standard de centres commerciaux, il va y avoir un taux qui va être largement inférieur à 50% de gens qui vont être acheteurs en entrant dans la cellule, alors qu'il y a des boutiques, je dirais plus généralistes. On va prendre un hypermarché. Un hypermarché, c'est supérieur à 50%. Et c'est pour ça qu'en hypermarché, on voit très peu de systèmes de comptage client,
parce que en fait, eux, ils ont le nerf de la guerre, ils savent que grosso modo, il y a un mec derrière un chariot, généralement, voire deux, et que de toute façon, ils calculent les tickets de caisse. Donc, ce sont deux univers qui sont totalement distincts. Donc, c'est pour ça, après, il faut trouver le juste milieu par rapport à ça. On a aussi pas mal de choses qui ont été tentées dans l'univers des hypermarchés, mais qui n'allaient pas sur la statistique, qui allaient plutôt sur la notion prédictive de délivrer de la publicité. Donc, on a travaillé aussi sur ce genre de sujet il y a maintenant quelques années, mais très difficile, quoi. Ça existe, mais c'est très difficile à mettre en place en France par rapport aux lois du droit à l'image, notamment. Et même si on a monté des pilotes, on n'a jamais généralisé ce genre de choses comme on a pu le faire pour le système de comptage, qui est un système anonyme, donc qui est tout à fait conforme par rapport à tout ce qui est RGPD, etc. Un capteur de données, pour finir juste sur ce point-là, un capteur de données, il est réputé, ce que j'appelle réputé aveugle, c'est-à-dire qu'une fois qu'il est installé, personne ne peut visionner l'image, quelle qu'elle soit 3D ou 2D. Donc, ça devient un capteur aveugle et il ne fait que restituer des données ou statistiques, je dirais toutes les 15 minutes ou toutes les heures, ou alors en temps réel. Mais ce sont avec un timestamp, un nombre d'entrants, un nombre de sortants, et ça s'arrête là. Donc, c'est pour ça que c'est vraiment de la donnée statistique de pilotage. Ok, merci. Alors du coup, je vais revenir sur les usages parce que je vais faire un parallèle avec le monde des opérateurs télécoms et des centres d'appel qui, eux, utilisent des volumétries d'appels prédictives pour aussi staffer leurs équipes et adapter la charge qui va être anticipée, adapter le niveau de satisfaction de leurs clients. Si on arrive à anticiper les appels, on arrive à adapter le staffing et potentiellement à améliorer le niveau de satisfaction au niveau de l'attente. Aujourd'hui, sur les caméras, et ça, c'était un usage qu'on a largement partagé. Toi, tu parles effectivement de valoriser la donnée pour le côté nombre d'entrées, donc l'audience, en gros, on va dire. Éventuellement, de taux de transfo, dire voilà, entre le nombre d'entrées et le nombre d'arrivées en caisse ou de vente, j'ai un ratio et donc on voit si on est plus ou moins performant. Est-ce que les usages, alors moi, je les ai pratiqués avec toi sur certains environnements, les usages de planification des équipes, ça, c'est des choses que tu as vues, c'est-à-dire en gros d'utiliser des données de comptage pour dire le mercredi, il faut que j'ai plus de monde en caisse ou il faut que j'ai plus de monde à l'entrée du magasin, je mette des gars de la sécurité, j'en mets deux parce que… Est-ce que ça, c'est des choses qui reviennent potentiellement recoupées avec des données météo? Parce que ça, c'est aussi des éléments qui interviennent sur la prédiction de l'affluence typiquement. Oui. Est-ce que ça, c'est des choses que tu as vues, sur lesquelles tu as contribué? Absolument. Alors, pour prendre un exemple concret, on pourrait considérer qu'on va staffer, alors je prends le cas d'école que je connais le mieux, qui est le réseau IKEA. En magasin, en fait, ils vont se baser sur les années antérieures, c'est-à-dire que la date de, je sais pas quoi, le lundi de Pâques ou je sais pas quoi, qui est d'habitude férié, où les magasins sont ouverts, ils vont se caler par rapport à l'année précédente, par rapport au nombre de personnes qu'ils ont eu en magasin, ça sera relativement similaire. Alors effectivement, il y a la donnée de météo qui peut rentrer en jeu, mais ils vont se caler par rapport à ça. Par contre, à contrario, si tu veux travailler sur staffer ta ligne de caisse en temps réel, c'est plus compliqué parce que tu staffes pas, tu réagis pas 15 minutes par 15 minutes. C'est-à-dire que là, tu vas plutôt travailler sur je vais profiter d'une accalmie des entrées du dernier quart d'heure parce que chez Ikea, une personne qui rentre à midi, elle va sortir statistiquement à 13h30 en caisse. Donc aujourd'hui, ils vont caler les pauses des différents hôtes ou hôtesses de caisse, mais par contre, ils ne vont pas être capables de dire oh, on est en train de se faire déchirer, comme on a l'habitude de dire, et je vais rappeler des gens pour venir. Non, ça n'existe pas dans la vraie vie. Par contre, il y a aussi des critères pour aller dans le sens de ce que tu disais. La météo est extrêmement importante. Tu prends un magasin comme Brest, où des fois il fait beau, sauf quand il ne pleut pas. Là-bas, effectivement, le flux va être vraiment très, très consécutif à la météo. Et je prends un autre exemple qui me tient à cœur là où je suis aujourd'hui. Je suis à Clermont-Ferrand. Quand il y a un match de rugby de l'ASM, le chiffre d'affaires est en berne chez Ikea. Et donc, il y a un tas alors, c'est vraiment lié au tissu local avec un tas de paramètres, mais par contre, la donnée généralement est utilisée de l'année précédente pour tirer l'enseignement et d'être capable de répartir correctement sa charge.
Là, tu touches un point qui nous intéresse, nous, côté valorisation des données, c'est-à-dire c'est de la contextualiser et d'apporter l'enrichissement avec les bons indicateurs et les bons critères qui vont l'influencer. Et c'est pour ça qu'après, on partagera des cas d'usage, mais effectivement, tu as parlé de la météo, tu as parlé d'un calendrier d'événements, donc il y a des événements qui peuvent influencer, là on parle de l'affluence dans les magasins, mais on a d'autres cas d'usage. Et effectivement, ce côté contextualiser la donnée, une donnée n'a de valeur que si elle est mise dans un contexte et qu'on va apporter les éléments qui viennent l'enrichir pour répondre aux usages qu'on a déterminés à l'arrivée. Et quelquefois, on peut se tromper sur les usages aussi, et c'est pour ça que c'est important de travailler en amont sur ces éléments-là. Du coup, je vais revenir sur des sujets qui sont un peu plus terre à terre. On l'a vu sur différents. Alors, moi, j'étais. On avait, juste, je te coupe, on avait une petite question. Tu avais des questions là-dessus sur les limites en termes de volumétrie, savoir si effectivement ces technologies de comptage permettaient d'aller sur des très grands volumes. Prends l'exemple de la ligne de métro, quand il y a des flux très importants, j'imagine, sur des justement compétitions de foot ou des avaries, et donc tout le monde qui sort d'un coup. Quelles sont un peu les limites techniques de ce comptage par caméra, par visio? Alors là, je vais faire un raccourci assez rapide parce que c'est une question qu'on pose très souvent et le système de flux, quelle que soit la technologie de caméra ou même de comptage, quel qu'il soit, que ce soit thermique, infrarouge, tout ce que vous voulez, en fait, c'est limité à un flux qui est ce que j'appelle captif et directif, c'est-à-dire qu'il faut qu'il soit bien dans un sens et il faut que ce soit un flux et non pas un amas de personnes. C'est-à-dire que souvent, on m'a posé la question, et je pense que ça répondra plus précisément, c'est « ouais, mais regarde, il y a des manifestations, est-ce que tu es capable, avec ta technologie, quelle qu'elle soit, de compter les gens dans la manifestation ?» Et en fait, pour vous donner un ordre d'idée, c'est comment on valorise le nombre de personnes dans une manifestation, les grosses manifestations parisiennes, ce genre de choses. En fait, vous avez les gens qui se moquent, vous voyez les syndicats qui, au doigt mouillé, comptent 15 personnes par ligne avec un système de comptage manuel. Mais en fait, en vérité, c'est généralement l'État qui organise ça, avec un hélicoptère qui survole une foule. Ils font un échantillon sur la base d'une photo haute densité et ils sont capables à plus ou moins 5%, même un petit peu plus, de savoir combien de personnes. Et c'est pour ça que malheureusement, c'est souvent la police qui a raison sur les chiffres qu'ils communiquent, sauf quand ils ont vraiment envie de semer la zizanie, où là, ils vont dire n'importe quoi. Mais généralement, les vrais chiffres sont ceux-ci. Donc là, aujourd'hui, compter, je reviens à ton exemple, les gens qui sortent d'un stade de foot, non, parce que là, on va se retrouver avec un flux qui ne sera plus un flux captif et directif, mais une grappe. Ce sera une masse qui se déplacera, alors que quelle que soit la technologie, on est capable de compter, je dirais, 10 personnes qui passent en simultané sous un capteur très facilement de manière bidirectionnelle. On a des flux qui peuvent monter à plus de 30 000 personnes sur une durée de 12 heures à peu près pour des magasins Ikea. Et ça, on est toujours dans un range de qualité qui est plus ou moins 5%. Voilà. Super, très clair, merci. Merci. Donc, du coup, pour revenir sur la qualité, et parce que dans la continuité, aujourd'hui, quelles sont les difficultés, les impacts de ces difficultés à collecter, déjà d'une part, à collecter des données qui sont fiables et qui sont exploitables par le métier. C'est quoi les problèmes que tu as pu rencontrer ou les difficultés que tu peux rencontrer là-dessus? Alors, la plus grosse difficulté, et on l'a vécu ensemble, Gaël, c'est d'être capable de se positionner à un endroit où donc, on n'est pas de fuite et c'est parfois pas forcément facile à comprendre. Quand je dis captif et directif, on pourrait croire que ça veut dire la même chose, mais captif, c'est qu'effectivement, qu'on n'ait pas des gens qui puissent s'échapper, rentrer par une porte dérobée à côté. Donc, c'est-à-dire que tout le monde passe par ce point qui est le point de comptage. Et directif, il faut, pour qu'un capteur, avec le meilleur algorithme qu'il puisse avoir, il faut qu'il passe d'un point d'entrée vers un point de sortie. Mais si, typiquement, vous mettez au milieu d'un hall de gare, quel qu'il soit, et vous mettez un capteur au milieu, vous allez avoir des gens qui vont rentrer par tous les côtés de l'image si on parle d'un flux vidéo, et donc l'algorithme sera incapable de dire si je rentre par le côté de l'image, est-ce que je suis entrant ou si je suis sortant de la zone. Et donc c'est là où on va être capable de générer la donnée correctement. Pour prendre un exemple précis, comment on peut corriger ce genre de choses, il y a certains endroits où typiquement des entrées d'ascenseurs où il y avait des grappes de gens qui se mettaient là, donc des gens qui stagnent. Donc ça, c'est un premier problème à régler. On le règle plutôt assez bien avec la technologie aujourd'hui. Mais par contre, pour éviter que les gens
plus il y a de monde, plus qui se mettent sur les côtés, mettre simplement de la déco, une plante ou une rubalise quelconque qui va éviter que effectivement les gens arrivent par tous les côtés de l'image. Donc ça, c'est des petites astuces qu'on apprend avec le temps. Ou alors déplacer, plutôt que de mettre le point de comptage à l'entrée, on le met à la sortie et ça comptera les gens de manière plus fluide parce qu'ils sortiront de l'ascenseur plutôt que, et ça sera plus fluide au niveau de la sortie qu'à l'entrée où ils seront en train de stagner le temps que l'ascenseur arrive. Donc, oui, la qualité de données, ça va être… En fait, on n'a pas, je dirais, un best practice. Après, c'est du bon sens et de l'expérience. Le flux doit être donc captif et directif. Ce qui veut dire qu'à un moment, tu as des actions humaines qui vont nécessiter des corrections, mais dans tous les cas, ça veut dire que tu analyses et tu corriges. Parce que moi, pour souvenir, le calibrage, ces périodes de calibrage sont super importantes. C'est de dire, je ne vais pas installer quelque chose et puis exploiter la donnée 2 semaines après. S'il y a cette période de calibrage qui nécessite, malgré tout, de prendre en considération ce côté contextuel avant de dire, la donnée, je veux vraiment l'exploiter. Moi, j'entends parler des gens qui disent, je fais de l'IoT, je vais faire de la maintenance prédictive au bout de quelques semaines. Il y a aussi une cohérence à avoir dans les étapes d'exploitation de cette donnée et franchir ces paliers de mise en qualité. Oui, et de toute façon, pour aller exactement dans cet axe-là, quand tu mets en place quelle que soit la technologie, pas forcément que sur le comptage. Le comptage, effectivement, tu fais une mise en service. J'en ai encore fait une cette semaine. Tant que tu n'as pas de public qui passe sous tes compteurs, tu peux bien faire tous les tests que tu veux, tu imagines le flux tel qu'il sera demain, mais tu ne peux pas anticiper le fait que finalement le client, là où il avait prévu de mettre l'accueil, finalement il le déplace de 2 mètres et il met par exemple le système de satisfaction sous le compteur, ce qui va obliger les clients à revenir sous le point de comptage. Donc il faudra s'adapter de toute façon. Et ça, c'est la vie d'un système de comptage, c'est-à-dire que ça, c'est la phase de mise en place, mais peut-être dans 6 mois, il changera son agencement de la même manière. Et c'est pour ça que sur les clients, notamment, je reviens sur IKEA, on pilote ça mensuellement. Au minimum, 1 fois par mois, on fait le point sur l'ensemble des magasins pour voir s'il y a des dérives qui se passent, parce que des fois, ça peut être une panne. On parlait de panne tout à l'heure avec Vincent. Quand il y a la porte d'entrée qui est en panne, ils ouvrent des portes de secours sur le côté, ce qui fait qu'on peut se retrouver pendant des jours. On n'a pas l'information qui revient vers nous, mais par contre, on a une alerte sur le fait, nous, au niveau comptage, qui dit le nombre d'entrants et le nombre de sortants n'a plus de corrélation, alors qu'avant-hier, c'était le cas. Ok, merci. S'il n'y a pas d'autres questions sur le sujet, à la limite, ce que je propose, c'est qu'on passe directement sur les cas d'usage. Là, on est en petit comité, là, on est encore 11. On se dirige vers 1h30 là, dans 10 minutes. Je vais juste rebondir peut-être du coup sur ce que tu disais, Fabrice, parce qu'on a, alors, nous, côté valorisation des données, donc on a travaillé ensemble, comme tu l'as dit, et nous, on exploite des données qui sont disponibles dans les bâtiments. Là, typiquement, on avait bossé avec un musée. En fait, alors le musée, on commence toujours, et chez nos clients, on commence toujours par un cas d'usage ou un besoin concret. Et là, c'était de pouvoir prédire l'affluence dans le musée, pouvoir arriver à dimensionner à la fois l'accueil, les équipes et garantir aux personnes qui viennent d'attendre un maximum de 30 minutes. Donc, typiquement, imaginez, vous voulez aller au musée d'Orsay, donc là, en l'occurrence, c'était le musée d'Orsay, et si vous commandiez votre billet sur Internet, en ce moment, vous n'avez pas de problème d'attente et d'affluence, mais l'objectif, quand on commande sur Internet, c'est de pouvoir être pris en charge en moins de 30 minutes. Or, au musée d'Orsay, il y a à peu près 50% des visiteurs, voire plus en ce moment, il y a même, pas en ce moment, mais il y a encore un an, plus de 70% des visiteurs qui viennent en spontané, et y compris comme on dit, des cartes chinois. Donc, il faut arriver à prédire cette affluence pour garantir la qualité de service en face. Et donc, pour pouvoir répondre à ce cas d'usage, on a dû mettre en place un algorithme de prédiction qui, lui, a pris en compte différentes sources. Donc, le comptage. Donc, on avait effectivement les cellules de comptage qui nous permettent de connaître le nombre de personnes qui rentrent et qui sortent de l'établissement par les différentes entrées-sorties. Mais on les a également corrélées avec d'autres informations parce que la qualité, on s'est rendu compte que la qualité, et c'est là où la qualité, on y revient, que la qualité était plus ou moins bonne selon les emplacements, selon les périodes, puisqu'on a eu des périodes d'activité qui n'étaient pas équivalentes selon les dispositifs déployés, parce qu'il y avait aussi des problèmes de système de comptage à une cellule qui n'étaient pas forcément
bonne. On a corrélé avec des données de contrôle de sécurité et de billetterie, et ce qui nous a permis derrière de corriger certains indicateurs et de modéliser un algorithme qui a permis de proposer une projection de l'affluence permettant de dimensionner les équipes de manière à réduire ce temps d'attente et de l'amener à ce fameux 30 minutes d'attente quand on commande son billet sur Internet. On a dû aller chercher, comme vous en parliez tout à l'heure, des données complémentaires pour enrichir le cas d'usage de météo qui permettent d'aller contextualiser les données qui sont également collectées, mais également les calendriers scolaires qui nous permettent de connaître aussi les périodes d'activité, puisqu'on a forcément un impact avec les enfants et les familles qui viennent, et également des autres événements, alors ça je ne l'ai pas noté, mais des autres événements qu'il y avait sur Paris, qui sont aussi des événements concurrents et qui vont influencer la prédiction, puisque du coup on va plus ou moins perdre de clients s'il y a un événement concurrent qui est en même temps. Donc ça, c'est un premier cas d'usage de données collectées. Deuxième cas d'usage, c'est celui que tu as évoqué tout à l'heure, c'est chez un opérateur télécom. Donc là, l'enjeu était majeur puisque en fait, tous les systèmes de comptage qui étaient déployés remontaient des informations qui étaient plus ou moins correctes, mais le terrain n'arrivait pas à détecter d'où venait le problème. En fait, il y avait beaucoup de boutiques qui leur disaient qu'ils avaient le sentiment que ça comptait mal, mais pour autant, personne ne savait dire pourquoi et comment. Et deuxième impact, c'est qu'à l'époque, cet opérateur cherchait à être revendu à un autre réseau d'opérateurs télécoms. Et donc, le nombre de visiteurs année est une donnée extrêmement importante et qui a une valeur, pour le coup, puisque c'est dans un cadre de revente. Et il nous a été demandé d'aller détecter d'où venait le problème et d'évaluer la taille du problème. Et si problème il y avait, de le corriger. On a effectivement détecté qu'il y avait un très gros problème, puisque je crois qu'il y a à peu près 60% du réseau comptait mal, voire très mal, 200% d'écart. Alors, comme l'a exprimé Fabrice, donc on avait mis Fabrice à contribution pour aller détecter le problème sur le terrain, donc voir les cellules de comptage dans différents contextes. On s'est rendu compte qu'il y avait pas mal d'impacts humains, typiquement un contrôle sécurité à l'entrée. Le gars qui reste sous la cellule les 3/4 de la journée, ça a un impact. Ils ont mis en place ce qu'ils appellent des welcome managers, des gens qui font l'accueil avec une tablette pour dire bonjour, vous venez pourquoi, etc. Impact, puisque cette personne était comptée 10, 15, 20 fois par jour sur des boutiques où quelquefois on pouvait recevoir une cinquantaine de personnes par jour, donc forcément impact majeur. Et puis on a eu les écueils dans un centre commercial, les gens qui passent avec le caddie, et je vous en passe, et des meilleurs. Et puis ensuite des problèmes purement techniques, de hauteur de plafond qui ne permet pas de capter une information correcte selon l'implantation de la cellule de comptage. Donc ça nous a déjà permis de comprendre d'où venait le problème. Et puis ensuite, on a fait, bien entendu, des analyses statistiques pour aller… là, on a comparé ces informations avec des données de vente, avec les données d'accueil tablette, puisque chaque fois que quelqu'un rentre dans la boutique, il est accueilli et donc comptabilisé. Ce qui nous a permis de voir aussi s'il y avait des corrélations ou pas et de voir les moments où on avait vraiment des failles. Et donc, on a pu du coup voir que le réseau comptait mal, voire très mal, et corriger ces chiffres-là. Impact important chez eux, puisque c'est un opérateur télécom qui rémunère ses vendeurs en partie sur la base d'un taux de transformation entre le nombre d'entrées boutiques et le nombre de passages en caisse ou passages à l'acte SAV. Donc essentiel. Donc, tout à l'heure, on parlait de modèle économique. Il est directement lié à la valeur qu'on peut donner à la donnée et du coup, dans son contexte et dans son usage. En fait, la donnée n'a de valeur que si on en fait quelque chose derrière et que si cette chose que l'on fait a de la valeur pour le client ou l'utilisateur final. Donc, pour nous, c'est vraiment dépendant de ces différents items. J'étais un peu vite sur le sujet, mais parce qu'on arrive sur la fin. Bon, autre cas d'usage, Fabrice en a déjà parlé, dimensionner le taux de saturation des caisses dans un supermarché. Ça, je vous le passerai et je laisserai la main à Simon. Oui, donc rapidement, moi je vais revenir sur ces histoires de comptage. En plus, tu as donné l'exemple Fabrice. C'est un cas d'usage qu'on a avec des caméras de comptage de plaques et sur finalement l'écart qui peut exister entre la théorie et la réalité. Donc, quelque part, ça illustre concrètement ce que tu disais tout à l'heure, Fabrice, et que j'ai vraiment bien aimé dans ton retour, c'est qu'au-delà de la théorie, il y a la pratique, et donc comment on fait en sorte d'avoir des données valides, correctes, pour arriver à cet objectif. Là, l'enjeu, c'est un enjeu qui est assez simple, c'est simplement de mesurer, comme on l'a vu, des nombres de passages de véhicules qui rentrent en déchetterie. Alors, plus généralement, de mesurer des taux des zones de chalandise, de mesurer
finalement combien de fois les gens viennent ou reviennent dans les déchetteries et ainsi de suite. Et donc là, il y a un dispositif d'entrée qui est une caméra qu'on appelle l'API, qui tout simplement prend la vidéo et transforme ça en une donnée un peu plus facile à utiliser, qui va être la plaque d'immatriculation. Et puis, bien sûr, des niveaux de qualité, des niveaux de fréquence qui viennent lier ça. On a tous, quand on dit ça, on a tous en tête le fait que, comme tu l'as dit, on rentre dans des parkings maintenant où on reconnaît assez bien notre plaque et finalement, on a un taux d'erreur qui est assez faible. Voilà. Je me souviens des cas d'erreur, j'avais une plaque qui était un peu abîmée, mais voilà, en général, ça marche plutôt bien. Et d'ailleurs, c'est ce que disent tous les fabricants quand on les écoute. La réalité, quand on a attaqué chez ce client-là, elle était très variable par site et on s'est concentré sur quelques sites, sur la totalité, on avait des erreurs importantes à très importantes. Quand je dis importante, c'est 30%, très importante, c'était plus de 60-70%. Donc un peu comme ce que tu disais, Gaël. La réalité, c'est qu'effectivement, on est dans des cas d'usage dans lesquels en fait, il n'y a pas d'arrêt des véhicules nécessairement devant les déchetteries. Et donc, en fait, il y a des gens qui passent à 5, 10, 5 km/h, 10 km/h. Ça dépend où est placée la barrière, où est placée la caméra. Mais clairement, les gens ne s'arrêtent pas ou pas toujours devant les déchetteries. Vous l'avez certainement constaté vous-même. Des fois, les barrières sont ouvertes et puis on rentre parce qu'il n'y a pas grand monde qui est là et ça se passe correctement. À l'inverse, il y a des déchetteries qui sont beaucoup plus importantes sur lesquelles on est sur des rythmes à 4-5 passages par minute. Et donc, on peut là, pour le coup, pas se permettre d'attendre que la donnée technique soit bien captée. Donc, on est obligé d'ouvrir la barrière, sinon ça génère des files d'attente très, très importantes. Évidemment, l'installation, la caméra de travers ou qui se met à un endroit qui est tel que en été, les herbes folles poussent et bien, on se retrouve avec des herbes devant le champ de la caméra, devant la plaque. Et donc, on se retrouve avec des plaques qui sont III 31. Bon, c'est sympa, mais ça donne assez peu d'informations, notamment quand il s'agit de connaître la plaque exactement, de savoir si cette personne est revenue et d'aller derrière. Donc là, c'est une vraie réalité. Des corrections, évidemment, possibles. Donc, on peut imaginer ce qu'on a imaginé, dire on attend que la caméra capte bien la plaque. Conséquence directe, augmentation des files d'attente, vraiment des gens pas contents de ce qui va se passer, du temps d'attente qu'ils vont avoir derrière, ou de retraiter derrière les données qui arrivent en fonction du niveau de qualité, en niveau de choses, de process assez classiques. On peut imaginer l'intelligence artificielle, on n'a pas été jusque-là parce qu'on n'a pas de données taguées, en fait, donc on avait peu de bases de contrôle. Et des choses un peu plus classiques que tu dois connaître aussi, Fabrice, des matériels un peu plus au goût du jour, avec pour le coup des IA un peu plus intelligentes qui permettent de transcrire la vidéo en données techniques un peu plus intéressantes. Moi, ce que je retiens quand même de ma façon plus forte, au-delà des post-traitements, c'est vraiment maqueter et tester avant de généraliser, parce que clairement, ces sujets-là, au-delà de la théorie, il y a vraiment la pratique qui est importante et je pense que ça rejoint tout à fait ce que tu as dit, Fabrice. Il faut vraiment se projeter là-dessus. Surtout que là, l'enjeu à moyen terme du client, c'était d'arriver sur un système finalement d'ouverture de barrière automatique une fois la plaque détectée. Clairement, même aujourd'hui, sur des journées nuageuses ou quand il y a vraiment beaucoup de trafic, ça ne marche plus. On est à des taux d'échec de lecture de 10% toujours. Et donc, qui rend le principe même initial imaginé complètement impossible à mettre en œuvre. Et donc, il faut trouver d'autres solutions. Pour répondre à ta question, Vincent, là, sur le sujet, là, en l'occurrence, le client n'a pas de SI, ou en tout cas, c'était peut-être un de ses objectifs de rentrer sur un SI pour permettre une ouverture automatique, comme je l'ai dit. Mais dans les faits, le principe même, de par les erreurs de captation de données, n'est pas possible. Donc, on retrouve sur des systèmes classiques, soit la barrière s'ouvre toute seule, soit on a des badges d'accès, soit on a d'autres systèmes. Mais l'idée de dire qu'il y a une détection automatique de la plaque d'immatriculation pour permettre l'ouverture de l'accès à la déchetterie dans ce cas-là, encore une fois, et j'insiste sur les grands volumes de passage, et on n'est pas sur de l'unité, ça ne fonctionne pas. Ou en tout cas, on n'a pas trouvé les cas que... Deuxième cas d'usage qui revient un peu plus sur le bâtiment, là pour le coup, et sur l'IoT. Je vais faire un focus, donc on a beaucoup parlé, Vincent a beaucoup parlé de l'IoT. Là, c'est un peu plus sur un focus sur notamment la notion de qualité de l'air et la manière de le présenter. En fait, la qualité de l'air, c'est un sujet qui est un peu plus complexe qu'il n'y paraît, parce qu'il y a beaucoup de données primaires pour permettre de le calculer.
Et donc, se pose la question de comment on calcule, comment on dit si l'air est bon ou pas bon. C'est quelque chose qui est finalement assez subjectif, qui veut défendre de l'environnement. Et donc, quand on met des capteurs un peu poussés, il y a quelques acteurs connus toulousains, devant l'interface d'un exploitant de bâtiment, finalement, il ne sait pas trop quoi en faire et comment faire. Et à la fin, la question qu'il pose, c'est « Et alors, est-ce que l'air est bon ou pas bon ? Et s'il n'est pas bon, qu'est-ce que je fais ?» Et donc, ça amène, c'est là ce que j'appelle la réalité, c'est trop d'informations et potentiellement un stress très important chez des personnes. Voilà, si vous mettez 10 critères de qualité d'air, qu'au final, un indicateur qui dit la qualité de l'air n'est pas bonne sur des personnes qui sont censées faire de l'exploitation de bâtiments, rapidement, le stress peut monter et générer des comportements un peu erratiques. Et donc, il revient important dans l'usage de, bien adapter l'information qui est donnée aux différents profils, et typiquement peut-être ne pas alerter quand ça n'est pas nécessaire, proposer des actions, et c'est quelque chose qu'on a fait, et dire, voilà, si vous voyez tel niveau arriver, vous ouvrez les fenêtres, vous aérez plus fortement. C'est des choses assez simples, mais qui font baisser le stress et qui, au-delà de l'indicateur négatif calculé en temps réel, donnent des solutions et permettent d'aller finalement sur des éléments de rassurance. L'autre élément, effectivement, c'est d'alerter, donc alerter des équipes techniques ou des gens qui sont en capacité de comprendre ce qui se passe pour prendre les bonnes actions et derrière aller mener des opérations correctives le cas échéant. Ça a été un sujet assez intéressant qu'on a traité dans le cadre d'un bâtiment public et je pense qu'il sera amené à se reproduire parce que c'est un sujet qui arrive de plus en plus souvent dans le cadre du bâtiment. Donc voilà un petit peu des deux cas d'usage qu'on a eu sur lesquels la qualité de la donnée et la manière de la traiter, nous c'est un sujet sur lequel on est assez sensible. La manière de la représenter, de la traiter, en fonction des profils notamment, est à mon sens quelque chose d'extrêmement intéressant et qu'on a pu voir directement chez nos clients. Voilà, on arrive au bout de. Je pense qu'on a fait le tour, effectivement. On est en tout petit comité maintenant. Voilà, maintenant on est revenu au comité resserré, on va dire. Quasiment, on a encore Pierre, Yann, Quentin, Audrey qui sont par là. Je ne sais pas si ces présentations… Peut-être ouvrir les micros pour un dernier petit tour pour ceux qui veulent parler, puis même poser des questions de manière ouverte ou même dire un coup. Des questions, je sais que Pierre, tu avais pas mal de questions sur le secteur public, sur le modèle économique. Vincent est encore là, donc c'est l'occasion. Mais n'hésitez pas si vous avez des questions générales. Recule. Non, pas de questions. Donc là, on est arrivé au bout. En tout cas, merci beaucoup Vincent, Fabrice, pour vos présentations. Très intéressant. Très complémentaire et intéressant. Ouais.